Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Le Cinquième Mur, votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir le cinéma à travers nos yeux passionnés et remplis d'amour pour lui. J'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné donc de Marvin. Bonjour Marvin. Bonjour Thibaut, Comment ça va? très bien et toi? Ça va, merci. Je suis aussi accompagné de Charles. Bonjour Charles. Salut Thibaut. Ça va bien? Ça va. Très bien. Je suis accompagné aussi de Jean, bien évidemment. Salut Jean. Salut à tous, salut Thibaut. Ça va? Ouais, nickel. Très bien. Et on a un petit nouveau, c'est Ben. Je Bienvenue suis Ben. pas un nouveau, je suis là depuis le début, mais juste j'étais pas là avant. Mais moi ça va, c'est super, merci Tim. Nickel, parfait. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Blowout, un film qui a été réalisé par Brian De Palma et qui est sorti dans nos salles en 1981. Et avant de discuter du film et de son propos, je vous propose, pour se mettre un peu dans l'ambiance, d'écouter son thème musical. Donc pour ce premier podcast, nous avons décidé de nous attaquer au cinéma américain, avec De Palma qui est un très grand réalisateur. Comme je l'ai dit, il est sorti en 1981, donc juste après Phantom of the Paradise, Obsession, Fury ou Pulsion. Au niveau des acteurs principaux, on a John Travolta et Nancy Allen. On y reviendra un peu plus tard sur ce choix, qui est un peu spécial. Et pour le synopsis du film, c'est l'histoire de Jack Terry, donc qui est joué par Travolta, qui est en fait un concepteur son pour des films de série Z. Et un soir, alors qu'il a enregistré des sons pour son travail, il perçoit en fait le bruit d'une voiture et qui se rapprochait à grande vitesse de lui. Il la voit alors quitter la route et finir sa course dans une rivière. On va d'abord écouter Marvin. Donc Marvin, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah moi je l'avais déjà vu il y a quelques années, donc c'est quelque chose que je trouvais vachement intéressant. Il faut savoir que c'est la 14e réalisation de Brian De Palma, donc il avait déjà fait un peu ses griffes sur d'autres films. Il avait déjà fait jouer par ailleurs Nancy Allen, ainsi que Denis Franz dans sa dernière réalisation en date qui s'appelle Dress to Kill, Pulsion en français. Donc c'est des habitués du cinéma de Palma. Il faut savoir aussi, petite anecdote, que Nancy Allen était en instance de divorce avec Brian De Palma, parce qu'à l'époque ils étaient en couple pendant le film. Et c'est Travolta qui a insisté pour l'avoir à ses côtés en tant que second rôle du coup dans le film. Et moi ouais, c'est vraiment un film que j'apprécie parce que c'est hyper intéressant, je suis vraiment ultra sensible à la musique et j'adore déjà ce que propose Brian De Palma dans ses autres films et là c'est vraiment super intéressant, c'est chouette. Effectivement, Charles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, pourquoi moi j'étais assez très peu sensibilisé au cinéma de Palma, mis à part Scarface et pour le coup Mission Impossible que j'avais vu étant plus jeune. Ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans le cinéma américain et de découvrir un film où les sensations audio étaient totalement présentes et là où on découvrait un peu l'histoire de ce preneur de son totalement captivante. Donc moi j'ai bien aimé. C'est vrai que tu parles de sensations audio, au final c'est un peu le cœur du film. C'est-à-dire qu'on va pas du tout avoir les mêmes sensations en regardant le film avec des haut-parleurs tout simplement, ou avec un casque audio qui est vraiment fait pour écouter ça. Et je trouve que c'est une grande force du film d'ailleurs, de jouer avec le son, forcément, puisque c'est son sujet principal. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à étudier, je pense. D'ailleurs, Jean l'a regardé au casque, il me semble. Oui, donc, moi j'ai la chance d'avoir un casque stéréo de très bonne qualité et vraiment c'est quelque chose que je recommande à tous, pardon.
d'écouter le film, en fait, avec un bon casque. Parce que les scènes où ça va bouger, par exemple cette scène où on n'arrêtait pas d'en parler, où ça tourne, ça fait plusieurs fois le tour, elle prend tout son sens en fait avec un casque où on visualise très bien en fait le son, où est-ce qu'il est par rapport à nous. Et je trouve que le son aussi apporte toute une profondeur en fait aux scènes. On voit pas forcément grand chose, mais on en comprend plein avec le son en fait. Ouais, effectivement, je pense, bon, bien évidemment, à la scène du début où il va enregistrer tous les sons pour son cinéma et qui se retrouve effectivement à enregistrer le son de cette voiture qui dérape. Une scène qui dure assez longtemps, il me semble, quand même, bien 5-6 minutes. On est sur quasi 10 minutes en vrai. Ouais, je pense, ouais. Quasi 10 minutes, donc vraiment 10 minutes à regarder Travolta avec son micro pointé vers l'horizon en train de chasser un peu lui ou, ou même le couple, le ménage là Le qui se crapaud, balade un ouais. peu, ouais voilà, les crapauds aussi. Et, non, j'ai vraiment trouvé cette scène super intéressante. Avant de continuer un peu plus précisément, Ben, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah, moi, du coup, je suis un peu. Un petit con sur les bords là-dessus, quoi. Genre, moi, j'ai jamais été vraiment sensible à tout ce qui est cinéma d'auteur. Voilà, moi, j'ai l'habitude d'aimer ou de ne pas aimer. Au final, en fait, je me suis retrouvé face à un film vers lequel j'avais pas mal d'appréhension. Et au final, c'était plutôt facile à regarder. C'est plutôt facile à regarder parce que, justement, il y a eu une approche différente de ce que moi, j'ai l'habitude de regarder, sachant que, bah là, typiquement, on va quand même suivre quelqu'un qui fait son enquête. Et moi, j'ai pris l'habitude de suivre quelqu'un qui fait son enquête, mais qui est un peu un surhomme en fait, qui a un peu solution à tout, qui a un peu une parade à tout, qui a toujours 3 coups d'avance sur l'antagoniste. Et franchement là, c'était super intéressant de voir une perspective déjà différente par rapport au fait que bah on se rend vraiment compte que la personne en face de nous, donc Jack, c'est vraiment un humain. Et surtout au-delà de ça, ce qui était vraiment intéressant, bah, comme vous l'avez dit, c'était que c'était un film qui est vraiment basé sur Louis quoi, sur Louis, et c'est vraiment quelque chose qui est qui est très différent pour moi dans ce que j'ai l'habitude de regarder, quoi. Ouais, je trouve ça super important ce que tu soulignes là, le fait qu'effectivement Jack c'est qu'un humain, c'est pas un surhomme et en plus bon il a un passé effectivement un peu dans la police ou L'armée, ouais. L'armée même. l'armée aussi. carrément voilà. Mais on sent bien qu'il est un peu dépassé par ces événements. Il essaye tant bien que mal de regrouper un peu tous les indices qu'il a, mais bon, c'est compliqué. En plus, son entourage l'aide pas forcément. Bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais non, on sent que ouais, vraiment, c'est beaucoup pour ses petites épaules, quoi, hein, le pauvre Travolta. Jean, je crois que tu nous as pas donné encore ton avis. Et ben moi, le film en soi, j'étais agréablement surpris. En fait, je suis parti sans a priori, sans avoir vu de teaser, de trailer ou quoi que ce soit. J'avais même pas lu le synopsis et j'étais vraiment surpris en fait. Déjà la présence du son, elle m'a vraiment direct prise. C'est-à-dire que le film a cette sorte de grain un peu des années 80 où voilà l'image elle a une bonne qualité, mais c'est pas non plus exceptionnel comparé au son qui lui a une qualité qui est vraiment incroyable. Et vraiment, le côté, comme le dit Ben, très terre à terre, le héros, c'est quelqu'un de normal, ça m'a plu aussi. Même, je dirais même moins que quelqu'un de normal, parce que c'est un peu un loser, en fait, Travolta, je trouve, dans le film. Il loupe quand même beaucoup de choses. Et ça, moi, ça m'a plu quand même de voir un peu ce. Ouais, bah enfin, de toute façon, c'est un peu, il se conforte dans cette idée de perdant entre gros guillemets, de grosses guillemets, pardon, puisque oui, il se contente en fait de doubler juste des séries Z, un peu, enfin des navets quoi, et puis même on le voit au début dans la scène d'exposition quand il est avec son producteur qui lui dit, tu penses quoi de ce cri? Oh, ouais, c'est un bon cri quoi, mais de toute façon j'ai embauché la fille juste pour son corps quoi. Au final, j'en ai rien à faire quoi. Mais ça conforte aussi l'idée de Ben, moi je trouve, parce que ça appuie le fait que c'est un être humain, on sait d'entrée que c'est pas un super-héros. Oui. Ça nous le pose comme ça, on sait qu'il n'est pas gérant d'une multinationale ni quoi que ce soit, c'est pas lui qui gère un studio pour faire l'enregistrement sonore, mais ça le pose directement en tant qu'être humain normal, on peut s'identifier un peu mieux du coup je trouve au personnage, et c'est vrai qu'on le voit tout au long du film, après comme le disait Ben, c'est vraiment un être humain, il a beau essayer de faire tout ce qu'il peut, il y a des choses contre lesquelles il bute et il peut pas faire autrement. Ouais. Bah, de toute façon, il me semble que c'est une thématique récurrente dans le cinéma de Palma, effectivement, le fait que bon bah il y a des choses qu'il faut qu'on accepte, puisqu'on ne peut pas toujours tout changer, tout n'est pas rose, et c'est comme ça, tout simplement. Oui, bah ça on l'avait vu en faisant un peu de recherche après le visionnage du film avec Bertrand Benoliel qui l'interviewait à la Cinémathèque en 2018 je crois, et qui commençait à prendre cette tangente quand il posait les questions en lui demandant s'il y avait quelque chose de sa vie privée qui ressortait dans ses personnages vis-à-vis de ça, parce qu'il trouvait que, à la fois dans Casualty of Wars, on en reparlera peut-être un peu plus tard, qui est un de ses films de guerre,
dans lequel les personnages sont censés quand même être relativement beaucoup en action, vu que la thématique principale c'est la guerre. Et il le soulignait aussi vis-à-vis de Blowout avec le personnage de John Travolta, et il lui disait qu'ils avaient une façon en fait, d'être dans l'action en étant tout à la fois dans l'inaction aussi également. Ils ont du mal du coup à produire des choses, à aller jusqu'au bout peut-être des fois aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, bon, effectivement, le personnage de Travolta fait l'unanimité, le personnage du son, puisque le son c'est clairement un personnage traité à part entière aussi. Mais il est temps d'attaquer la question qui fâche un peu le groupe, il faut le dire, celle de Nancy Allen, donc qui s'appelle Sally dans le film. Le personnage de Sally, Charles, qu'est-ce que t'en as pensé de ce personnage, toi? Sans rentrer vraiment dans les détails ou être un peu plus succinct, moi j'ai pas forcément apprécié le personnage dès le début, parce qu'elle avait un peu un personnage le type un peu nunuche qui se prenait pas trop la tête, il se posait pas trop de questions et qui découvrait la vie un peu d'un œil enfant, en fait une enfant. Et c'est plus tard dans le film où on la voit un peu se rebeller contre le fait qu'on l'ait manipulée, et du coup ça lui donne un peu plus de légitimité, et du coup ça rend son personnage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus poignant pour la suite de l'histoire, on abordera plus tard. Ouais. Après, il faut se rappeler aussi que le film a quand même été tourné dans les années 80, hein, donc l'image de la femme et la place de la femme étaient vraiment différente de celle d'aujourd'hui. Mais oui, non, ce que tu dis est complètement vrai. Oui, Oui, après, je suis pas sûr que De Palma a eu la volonté de représenter une femme d'une manière sexiste, mais moi, on en discutait déjà entre nous, mais je trouve que ça corrobore un peu avec l'idée du personnage de Travolta, c'est qu'elle aussi, c'est une femme normale. C'est pas une brillante scientifique ni quoi que ce soit. Et... Je vois Ben, il est pas bien là. Il tique un peu. J'ai pas du mal avec ce personnage. Moi, je la vois pas forcément toujours comme une nunuche. C'est vrai qu'elle a un moment déclic, elle est plus dans la fuite, je trouve, au début du film. Lui, il lui court un peu après. Il va même le chercher à la gare pour boire un verre, et puis il insiste pour qu'elle reste, pour l'aider à recouper ses images et ce son pour vraiment montrer ce qui s'est passé, parce que personne l'écoute. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça fasse d'elle un personnage plus nunuche que ça. Après, il y a des façons dont elle parle, des fois, c'est un peu particulier quand ils sont en train de boire un verre ou quoi que ce soit. Mais, moi, j'ai pas eu trop de soucis avec ça, mais je vais laisser Ben s'exprimer sur ce point. Alors du coup, moi j'ai été plutôt bien éduqué en grandissant, donc en général quand j'ai des trucs méchants à dire sur les gens, je les dis pas. Mais pour le podcast, pour le podcast c'est pas grave. On te le demande là. Voilà, on va transgresser les règles. Alors le problème que j'ai moi avec Sally, c'est que outre la profession qu'elle est censée exercer dans le film, elle aurait pu avoir 8 ans, ça aurait rien changé quoi. Oui, quand même. C'est mon problème. Après, voilà, donc encore une fois, c'est un cinéma différent, c'est des films d'une époque différente. Moi, je suis pas habitué à ça, donc je suis pas forcément super habilité à parler de ce genre de choses. Mais ouais, c'est vraiment que c'est très, genre, moi, c'est quelque chose qui m'a perturbé, qui m'a énormément perturbé d'avoir un personnage aussi candide en fait. Genre vraiment, elle a vécu, mais elle a pas vécu en même temps quoi. On peut lui dire ce qu'on veut, on peut lui faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, oui, plus ou moins. Et si on lui met dans une plutôt bonne enveloppe, ça passera quoi. Ouais, c'est l'impression qu'elle donne au début quoi. Une marionnette quoi en fait. Oui, voilà, c'est clairement une marionnette. Et puis au final, bien heureusement, elle se rend compte de certaines choses. Et puis comme on en avait parlé avec Marvin, pardon, si elle avait pas été aussi candide, il y a beaucoup d'éléments du film qui passeraient pas. Donc quelque part, ça se comprend aussi. Mais bon, voilà, moi j'ai quand même du mal avec ce personnage-là. Je m'en cache pas quoi. Et je crois que Jean rejoint ton avis. Donc, moi, c'est vrai que la première impression que j'ai eue sur Nancy, c'est vraiment le côté, on dirait que c'est une enfant. Surtout qu'au début, elle est un peu shootée, etc. Donc, on voit plus le côté un peu enfantin, où là, je veux pas dormir, je sais pas quoi. C'est vrai que là, ça apparaissait beaucoup, même si c'est assez, je trouve que c'est assez coupé rapidement, notamment quand ils arrivent au motel et où là il y a Travolta qui lui demande si elle veut réécouter le crash de la veille, et elle est là en mode non, j'ai pas envie, pourquoi je me ferais souffrir. Et là je trouve que c'est un bon éclair de génie qui nous redit en mode un petit peu ouais quand même, c'est pas juste une enfant, elle arrive quand même à... Ouais, elle sait qu'elle a fait quelque chose qui était pas bien, et elle a pas envie de revivre ça. Ouais. Après on reviendra sur ça, mais elle sait pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Sûr, ouais. Parce qu'elle s'attendait pas à ce qu'elle soit non plus trahie par son ami Manny, du coup. Oui, bien sûr. Qui après, était photographe. Il faut bien se mettre aussi en tête que c'est le lendemain, elle vient de sortir de l'hôpital où elle était quand même traumatisée. Elle sait pas trop ce qui se passe. Enfin, pas simple pour elle. Pour effectivement une femme qui est un peu candide, comme tu dis. Elle
situation un peu compliquée. Elle se réveille un matin, elle est avec un homme qu'elle connaît pas forcément, dans un endroit, elle sait pas où c'est, enfin c'est un hôtel. Bon, on peut comprendre qu'effectivement elle a envie de très vite partir, quoi. Enfin voilà. Je propose qu'on revienne effectivement un peu sur cette scène de l'accident. Donc là où Travolta va pouvoir enregistrer ses sons, tout simplement. Il y a une façon de filmer en fait de Palma qui est super intéressante, je trouve en tout cas. Est-ce que Marvin, t'as envie de nous en parler un peu? Bah, il y a plusieurs mimiques de cinéma de Palma sur le pont, dont la chouette qu'on trouve vraiment hyper intéressant. Avec ce qu'on a appris, on cherchait du coup comment s'appelait la technique, mais c'est simplement le split focus system, qui consiste à du coup, pouvoir faire plusieurs focus. Je pense qu'il devait avoir plusieurs objectifs, ça doit être un appareil spécifique qui enregistre ça, et c'est vraiment chouette. On se demandait si c'était le même fonctionnement que le split screen, on reviendra dessus, mais c'est pas du tout le cas. Là, il filme vraiment John Travolta sur le pont et la chouette, qui est plus loin, et de manière claire tous les deux, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Disons que ouais, c'est un plan qui choque un peu au début, puisqu'on se retrouve avec en fait deux sujets différents sur une distance qui est quand même assez conséquente, et les deux se retrouvent nets. Donc on n'a pas effectivement ce focus qu'on a d'habitude avec un premier plan net et un fond ou inversement. On voit les deux sujets en fait complètement nets, et moi effectivement ça m'a un peu frappé, puisque je me suis dit, ce focus. Mais ouais, comme l'a dit Marvin, effectivement, on le retrouve aussi dans la scène d'introduction où on voit Jack Terry, donc le personnage de Travolta, en train de préparer un peu ses bandes sonores dans son studio, avec le split screen où on voit justement les infos de la télé, avec toute cette discussion autour d'un nouveau candidat au présidentiel qui pourrait se présenter et qui effectivement fait de l'ombre au président actuel. Et justement, ça c'est une scène qui est super intéressante, voilà, super intéressante lors d'un revisionnage du film en fait. Donc on va pas trop spoil le sujet, parce que ça peut être vraiment cool en fait de remater ça et de bien comprendre le thème. Mais voilà, faut y faire attention, et je pense que justement ce Blowout est un des films où c'est important d'avoir une relecture en fait derrière. Donc de le voir une première fois en étant vierge et de se dire bon bah ok, c'est un bon film d'enquête, un bon thriller de Palma, et puis de revenir le voir derrière en fait, de dire ah ouais effectivement il y avait en fait pas mal de pistes qui sont explorées une fois qu'on connaît déjà le sujet, qui sont super intéressantes. Après, globalement, on vous invite à revisionner tous les films que vous voyez, parce que c'est toujours intéressant de faire une seconde lecture, mais c'est vrai que sur Blood, c'est particulièrement le cas. Moi, je l'avais vu en 2016, et c'est vrai que dès la scène d'introduction, il est dans le studio en train de préparer ses bandes, et qu'il y a ce fameux split screen où on voit les deux écrans distincts qui sont séparés par une bande noire, qui est une des techniques favorites de Palma pour filmer. On comprend directement dans le journal télévisé quasiment tous les tenants et aboutissants du film. C'est hyper intéressant. C'est une technique d'ailleurs qui n'est pas énormément utilisée par les cinéastes en général, puisque bon, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je crois que dans le dernier Gaspar Noé, Lux Eterna, il essaye de l'utiliser pendant une scène. J'en avais entendu parler, j'ai pas encore pu voir, mais... Oui, a priori, il y a du split screen, je sais pas si... Ouais. Moi d'ailleurs, j'aurais quelque chose à dire sur cette scène un peu d'ouverture, avec le générique, la télé, Travolta qui est en train de préparer ses bobines. Je trouve qu'il y a une sorte de rapport un peu à la dualité, je sais pas comment l'expliquer, mais dans la scène où Travolta récupère les sons, on voit très bien, en fait, la caméra elle est portée vers Travolta. Ensuite, il y a ce passage en split screen où Travolta prépare ses bandes, plus il y a la télé, et je trouve que ça, déjà, là, ça rentre en dualité avec la première impression qu'on a du Jack Terry. C'est un personnage qui est, ouais, bon, on s'en fout, on réutilisera les mêmes banques de sons qu'on a utilisées sur nos 3 films avant, etc. Et ensuite, on le voit très bosseur, en fait, qui est là en train de bosser vraiment d'arrache-pied. Et ensuite, quand il réécoute la scène d'accident, pareil, les caméras sont pas du tout posées pareil. Et là, Travolta devient plus le sujet de la scène, mais vraiment... C'est lui qui vient limite la filmer en fait. Ouais, le réalisateur de cette scène. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un côté minutieux en fait qui est développé du côté du personnage, et qu'on voit pas forcément au tout début. Ouais. Quelque chose à rajouter peut-être? Non, pour la scène d'introduction du split screen, non. On va pas spoiler non plus tout. Oui, non, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, on peut parler de cette scène où Travolta refait en fait le cheminement de l'enregistrement, où il n'est plus seulement acteur, mais... peut le dire, je pense, réalisateur effectivement de
de son propre film en fait, puisqu'on le revoit dans l'hôtel avec son propre crayon en train de refaire toute la scène au micro. Et ça, encore une fois, je pense que c'est une très bonne mise en scène, une mise en abîme peut-être même, on pourrait dire. On revoit la scène au travers des yeux de Travolta pendant qu'il réécoute, donc c'est vrai que c'est intéressant. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais je pense que ça doit être le cas. Il me semble. Mais je veux pas me tromper, donc on va prendre des pincettes et on va passer à autre chose, tout simplement. Je sais pas si vous avez un sujet dont vous avez envie de parler. Bah, justement, si le split screen, il y a beaucoup à dire, parce que du coup, la technique, elle est utilisée très, très régulièrement dans le film, sur les scènes. Et il y a notamment des moments, alors notamment le screen que vous avez vu, où le tueur vient prendre le pic à poisson, Le pic à glace. et où on voit du coup la femme qui est en train de partir dans le fond, toujours en clair, net. D'ailleurs, on pense que c'est Sally. On pense que c'est Sally, d'ailleurs, c'est assez bien. Le mystère est assez bien gardé. Moi, je me souviens pendant cette scène de poursuite, j'étais là à me dire est-ce que c'est Sally, est-ce que ça l'est pas. Oui, parce que Mais c'est non, vrai que le sûr, montage est c'est- intéressant, parce qu'on passe de la scène de bar, on avait l'impression, enfin on est dans une gare, donc on pourrait plus ou moins se dire que c'est un centre commercial, et c'est vrai qu'après il change de plan, et on suit notre femme, et on se dit que c'est elle qui part pour le train, on comprend pas trop, mais c'est vrai que c'est particulier. Ouais, Préciser qu'on rentre dans le spoil sévère là. Ah oui, on va peut-être attaquer effectivement les spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film et qui vous intéresse, arrêtez-vous là, tout simplement. Oh, il est incroyable. Voilà. Ouais, mais que ce soit pour la musique, Ouais, la façon dont c'est filmé, l'histoire, prenez le temps de le regarder si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment chouette. Puis Et vous avec un revenez- casque, hein, n'oubliez pas. Oui. C'est vraiment important. Très très important le casque. Et puis revenez nous voir après, surtout. Voilà. Du coup, vas-y, tu peux y aller. Du coup, voilà, le split screen, à ce moment-là, n'est plus juste un montage où il y a la bande noire au milieu, mais ça devient vraiment intra en fait au film. C'est-à-dire que le split screen, il est fait avec la délimitation du bac à glaçons en fait. Tout simplement. Et ça, je crois qu'il le refait après. D'ailleurs, un pour train. revenir à la scène d'introduction, en discutant, en la revisionnant, c'est ce qu'il fait, il met quasiment en place le split screen avant de faire la bande noire. En fait, quand il est en train de regarder le journal télévisé, Travolta il se pose à sa platine d'une manière à ce qu'on ait quasiment un angle avec le bureau en fait, et le mur. Et ça forme déjà quasiment le split screen. Et une fois que le journal télévisé a démarré, c'est parti. En fait, il y a la bande noire et on est parti sur le split screen. C'est qu'en fait la transition est extrêmement bien faite de ce côté-là. Hein. Il a su amorcer le split screen sans qu'on s'en rende compte. Et au final, Mais on était déjà embarqué sans qu'on le remarque. Quoi. Mais pour la scène du marché, d'ailleurs, il y a deux techniques différentes. Parce que d'ailleurs, il l'expliquait, Brian De Palma, il adore utiliser différentes technologies ou différents éléments pour pouvoir toujours révolutionner son cinéma ou faire des plans différents. Et avant la scène du split screen au niveau du bac à glace, du coup, quand le tueur prend le pic à glace, et ben, en fait, tout est filmé en steadicam. En fait, on est le tueur par la vue du tueur. En fait, on est en vue en première personne. On voit le tueur, on suit du coup la dame dans le marché. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'elle est ressortie, le plan est vraiment magnifique. On voit du coup le bac à glace et on comprend, du coup, on peut lier les deux actions en même temps. On se dit que la menace devient un peu plus importante là. Là, on voyait quelqu'un qui suivait une personne blonde. On supposait que du coup c'était Sally, mais on sait après que c'est pas le cas. Oui. Mais c'est vrai que la menace devient de plus en plus grandissante. Quand il commence à prendre le pic à glace, on se dit ça commence à devenir sérieux. Ça ne sent pas bon, clairement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une autre scène qui se passe dehors quand justement le tueur fait sa première victime. Pareil, cette scène-là, au début, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils vont déjà tuer l'héroïne et ça va très vite, vraiment. Et non, et puis au final, la scène d'après, on la voit parler tranquillement avec Travolta et je me suis complètement perdu en fait. Je sais plus qui est qui, pourquoi on m'a montré cette scène, qu'est-ce que c'est que ça. Et effectivement, seulement après 15-20 minutes encore de film, on se rend compte que ah mais d'accord, en fait il a amorcé ça. C'est peut-être un des seuls points négatifs que je pourrais reprocher au film, c'est de nous montrer en fait différents points de vue d'un coup, qu'on se rende pas exactement compte de pourquoi on nous montre ça. Ouais, mais Pourquoi à ce moment-là, quoi, surtout. L'idée justement, c'est que tu sois perdu en tant que spectateur, comme tu l'es là, en fait. Oui, bah oui. Que si on avait pu vraiment suivre de plan à plan et comprendre que une fois qu'elle partait de la gare, vu qu'au final elle prend pas le train, elle rentre chez elle, on suppose, ou on sait pas trop, mais vu qu'elle reste en ville pour pouvoir continuer du coup de retrouver la photographie, faire le montage avec le son, avec Travolta, on se dit oui c'est particulier, mais au final le fait d'entremêler les plans, de l'avoir dans un marché, traverser quelque chose, on se dit ça pourrait tout à fait être en fait la sortie de la gare. Elle est passée par là pour rentrer chez elle et l'idée c'était de faire monter la menace et de créer vraiment une tension parce que si on se rend compte que c'est pas elle et qu'elle part dans une autre direction, c'est... Oui, non, c'est sûr, ça aurait complètement désamorcé le truc et puis on se redemandait effectivement comme moi, mais pourquoi c'est comme ça ? Aucune idée. Par contre, ça me ramène à un plan, je sais pas si vous
ça vous a marqué. Mais le plan où en fait on voit effectivement Jack Terry donc embobiner les preuves. Donc on a la preuve vidéo qu'il a créée lui-même avec les photos qui ont été récupérées et la preuve sonore. On voit l'embobiner et le placer en fait dans un Faux plafond. dans ouais. un faux plafond, exactement. Sauf que l'angle de vue de cette prise Oui. de vue, ça fait vraiment voyeur en fait, quelqu'un qui l'a vu faire. Bah, moi, selon ce que j'ai vu, j'étais persuadé que Burke l'avait vu faire. Voilà, en fait. on est Oui, d'accord. oui. J'étais sûr et certain, genre. Mais ça revient avec cette idée de perdre le spectateur, je pense, pas de façon méchante. Enfin, c'est Ouais, volontaire, mais il y a l'idée de flouer un peu le truc Ouais. et qu'on sache pas tout à fait ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'une fois que survient la scène où il y a un 360 constant, où il tourne 2 fois et demi ou 3 fois dans la pièce quand il est en train de chercher la bobine et qu'il se rend compte que toutes les bobines absolument ont été effacées, on se dit bah ça y est, c'est fini en fait. Bah ouais, c'est justement pour ça en fait que je me suis demandé, mais et puis qu'après il récupère en fait ses bobines dans le plafond et qu'elles sont intactes. Et je me suis dit, pourquoi avoir montré ça d'une certaine manière alors qu'au final bah elles n'ont pas été touchées quoi. Je pense que le personnage de Travolta, je pense qu'il se dit, bah, vu qu'ils ont réussi quand même à enlever le son de absolument toutes les bandes du studio, il peut très bien avoir été suivi aussi quand il a placé la bande, donc il panique aussi pour cette raison-là, je pense. Oui, Mais complètement. c'est vrai que l'angle est fait d'une manière, et Burke avait déjà été introduit, je crois. On avait déjà eu la discussion avec la discussion dans la dans la cabine ouais, dans la téléphonique. cabine téléphonique. Oui, il me semble exactement. qu'on avait déjà eu la discussion avec l'assistant du gouverneur qui lui parle. Oui. Ouais, Et là, qui on lui dit comprend un que- peu plus les tenants et aboutissants de Burke. On comprend pourquoi, du coup, il y a des femmes blondes qui sont tuées. On croyait que là, c'était fait de manière hasardeuse, alors qu'en fait, c'est le cas. Mais là, quand il tue la première blonde, on se dit il le fait parce qu'il suit uniquement le personnage de Nancy. Mais au final, en fait, on se rend compte quand il a la discussion au téléphone avec l'assistant du gouverneur qu'il a qu'il a quelques problèmes, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pas un truc qui vous dérange, vous, par exemple, dans ce film, parce que moi, genre, typiquement, là, au final, quand on prend tous les personnages du film, le seul qui réfléchit de manière logique, au final, c'est Burke, en fait, tout le long. D'accord, c'est lui qui a fait le plus gros, enfin, qui a fait le plus gros du problème, c'est lui qui a fait en sorte que bah, le candidat meurt et tout ça, mais au final, c'est la seule personne qui réfléchit de manière logique, c'est la seule personne qui a un plan B, du 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 plan B, au final, et il y arrive quand même pas, en fait. Ça, c'est-à-dire que par rapport à ce que je disais, même au niveau du héros, tout le monde est humain en fait. Et même celui qui a 8 coups d'avance sur le héros, parce qu'au final c'est ce qu'il y a, c'est ce qui se passe. Et même sur la dernière conversation téléphonique que Jack a avec le journaliste, on se rend compte que Burke il était déjà là, il était déjà en train d'enregistrer Ouais, le tape, il a tout intercepté, et même comme ça, il n'y arrive pas. Bah, il n'y arrive pas, oui et non, puisqu'il arrive quand même Oui, au final il sauve l'erreur qu'il a commise, Voilà. mais il sauve pas sa vie à lui. Quoi. Non, ouais, disons qu'il sauve l'erreur au prix de sa vie, quoi, Oui, vraiment. c'est ça, ouais, c'est... Et, Ah, vous pouvez rentrer dans les détails de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on qu'on est est complètement jeune. Spoilons C'est pour vrai. spoilons, Mais, voilà, le gars est mort. Je vous dis, la fin est triste. La fin est un peu triste, oui. Bon, La fin est très triste. Indépendamment du point de vue, parce que moi je déteste Sally, donc voilà, vous savez. Mais alors, du coup. Je suis très heureux qu'elle soit Je morte. suis triste. J'aime pas entendre ça, mais. Bref, du coup, oui, non, c'est vraiment quelque chose qui m'a, moi aussi, qui a fait que, genre, je sais pas, c'est une force du film, c'est que même la personne la plus intelligente, au final, c'est un homme, quoi. Hmm. C'est juste un homme. Et même en ayant tout machiné, il se retrouve à mourir, quoi. Et c'est d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que ça revient à ce que tu dis, c'est qu'en fait à la fin dans le journal on entend juste c'est un fait divers en fait quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste il y a eu le tueur du clocher qui a été retrouvé mort avec sa dernière victime et puis on passe au bulletin météo et c'est terminé quoi. Donc alors que on a quand même passé 2 heures, non 1h30, 2 heures, je sais une heure plus. et demie, ouais. 1h30 1h48, exactement. 1h45. Bonne grosse heure et demie à suivre à suivre les aventures de ce pauvre Jack Terry qui a littéralement traversé non peut-être pas les enfers quand même mais bon, avec sa vie passée déjà le fait qu'il ait tué des gens avant enfin de par son erreur technique on va dire hein, le fait que le micro ait brûlé le ventre de l'agent infiltré et que du coup ça le fasse se faire repérer il avait déjà ça sur la conscience et au final c'est une nouvelle erreur de son côté quoi. Compliqué pour lui. Et c'est vrai qu'il y avait aussi le personnage de Burke, moi, qui m'avait pas mal, comment dire, un peu choqué, dans le sens où là, on n'a pas l'impression que le mec, il fait ça pour arriver à quelque chose de plus grand. En fait, on sent qu'il le fait juste limite par plaisir, notamment quand il est au téléphone et qu'il dit
raconte n'importe quoi à la police en disant ah c'est elle qui m'a violé, je sais pas quoi et tout. Là, on comprend que le mec, il est quand même sacré dérangé. Et... En fait, on a même l'impression qu'il le fait pas pour se servir à lui ou être payé ou quoi que ce soit, qu'il le fait par pur plaisir. Bah, quoi. Je suis pas forcément d'accord avec ça, Mm. parce que dans le sens où, au final, tout est une grosse machinerie, en fait. Il sait où il veut, enfin, à quel but il veut aller, et il sait les histoires qu'il a à raconter pour arriver jusque-là, quoi. Moi, j'ai plus l'impression, enfin, plus que l'impression que ce soit un malade mental, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'ultra méthodique, en fait. Ouais, enfin, c'est toute l'ambivalence du personnage. Moi, je suis assez d'accord avec vous deux. Un bon psychopathe. Mais C'est un bon on le voit psychopathe, directement dans la première scène du téléphone, quand il est avec l'assistant du gouverneur au téléphone. On comprend qu'en final, il y avait quelque chose derrière, quand même, une manigance qui était faite. C'est toute la thématique du film, de toute façon. La paranoïa, le fait de cacher des éléments, des choses comme ça. Mais on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait sain d'esprit malgré tout. On sait on comprend par les propos de l'assistant du gouverneur qu'il avait une mission à accomplir. On voit qu'il a été quand même relativement loin. Il lui explique directement au téléphone ce qu'il a fait. J'ai bien l'impression qu'il le désavoue un peu, quand même. Oui, non, mais c'est ça, C'était un agent, on ne sait pas trop de où, de quoi, et qui servait vraiment. Enfin, on sait que c'était pour le bien-être du président, déjà en place. Mais on voit pas trop plus que ça qui ça concerne, quelle agence, si c'est la CIA, des choses comme ça. Non, et Enfin, ça laisse supposer plein de choses. Oui, ça laisse supposer. Je pense que de toute façon, c'est pas le propos important Ouais. du film, en fait, vraiment, ce Ouais, côté-là. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a quand même un gros problème. Je dirais pas jusqu'à la schizophrénie, mais on dirait qu'il a quand même deux personnalités distinctes. Enfin, on le voit. Je le vois vraiment méthodique. Je le vois vraiment. Aucune. Il La fin fait- justifie les moyens et il n'y a aucune. Ouais, ouais. Il faisait plus psychopathe que schizophrène. On voit ce second aspect, je trouve, quand il est à la gare Oui, ouais. et qui tue la prostituée dans les toilettes. Et là, on Ouais. comprend que bon, Ouais, là, là, il sait que c'est pas elle. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. ça rend Ah, pas c'est plaisir. vraiment Puis le plaisir, ça ouais, nous c'est permet ça. aussi de confronter les deux idées. On entendait parler quand les télévisions étaient allumées d'un tueur en série qui sévissait. Et on comprend qu'on Ouais, peut que lier c'est les deux relié, personnes, en fait, que c'est à la fois lui qui travaille pour le gouvernement, c'est pas trop sous quelle égide. Ouais, c'est ça aussi, parce que moi, typiquement, là, une fois la première fois qu'il tue du coup, la blonde qui ressemble à Sally, je me suis dit qu'il voulait justement se faire passer pour le tueur en série, en fait. Tu vois. Ah oui. Pour moi, c'est comme ça que je l'avais perçu, en fait. C'est qu'il allait faire passer ce crime-là pour un crime associé à ce tueur en série-là, pour justement qu'il se fonde dans la masse, en fait. Au cas où il irait tuer Sally Ouais, le lendemain. c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Et Ouais. c'est comme ça que je l'ai compris. Et au final, quand tu la vois, c'est vrai que comme dit Marvin, quand tu le vois juste tuer la prostituée dans les toilettes, t'es en mode bah. Ok. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. hein. Il y avait une petite intrigue sous-jacente qu'on comprenait pas trop, qu'on voyait passer à la télévision de temps en temps. On comprenait qu'il y avait un tueur en série qui sévissait dans la ville et je pense qu'on peut lier les deux. hein. Oui, bah oui. Oui, là, pour le coup. Tu sentais de toute façon cette intrigue, elle était pas posée là en mode pour remplir quoi. Comme sentais qu'il y tout, avait hein. quelque- Oui, comme tout. De toute façon, Comme c'est le journal principe télévisé du début, hein, comme on Oui, disait. le principe du fusil de Tchekhov, de toute façon. Pardon. On n'a pas parlé par contre du fait que Blowout c'est directement référence à Blow Up Et The Conversation. et The Conversation, exactement. C'est presque un melting pot des deux. Enfin, Même complètement, je dirais, puisque bon, Blow Up c'est un film qui est sorti en 66 par Antonini. Michelangelo Antonioni. Antonioni. Ouh, c'est terrible ce nom. Antonioni, mais effectivement, bon, c'est un film Que j'ai visionné. excellent. Hein. Autant Ben parlait d'un film effectivement avec Blowout qui était d'un autre temps, un petit peu. Mais alors, Bah, il est. Blow Up, Ah, c'est il est un cran encore au-dessus. Hein, si t'as envie d'en parler un petit Ouais, peu. après, on va pas creuser ce film-là non plus, mais il y a des thématiques par rapport à ce que devenait et ce qu'est la photographie. Je pense qu'il y a peut-être un côté sarcastique derrière, je pense aussi. C'est pour ça que c'est dur de percevoir ce qui se passe au début. C'est vrai que l'intrigue est l'intrigue principale est très très longue à démarrer dans Blow Up. La durée du film, je crois que c'est 1h45, quelque chose comme ça. Un tout petit peu moins long que Blowout. Et c'est un peu compliqué, ouais. Le rapport aux femmes du personnage principal est spécial. Il est photographe. On s'en rend compte ça pour le coup très vite. Et toute leur veine du début tourne autour de photographier des femmes, faire l'amour avec elles. Et la suite, on comprend pas tout à fait trop quoi. Ouais. Bah, après, en fait, on mentionne le film vraiment parce que c'est quasiment la même thématique, sauf qu'au lieu d'être autour du son, là, on va vraiment être autour de l'imagerie. Oui, et Donc là- puis il faut ressouligner que sur Blowout, c'est le son plus l'image, c'est vraiment Voilà. la combinaison des deux. Et, On a beaucoup appuyé le son, et que c'est quelque chose qui nous plaisait Voilà, énormément Blow au film, c'est vraiment, Blow Up, pardon, c'est vraiment que l'imagerie. Et c'est pour ça qu'on a mentionné The Conversation de Coppola, puisque lui, ça va être vraiment que sur du son. Si tu peux en parler aussi un peu. Oui, bah,
pour le coup, j'étais un peu moins perméable aux propos de The Conversation. Après, j'ai déjà vu d'autres films de Coppola, donc peut-être que ça aide. Il l'a fait entre Le Parrain 1 et 2 parce que c'était vraiment une volonté de sa part. Il lui avait demandé d'enchaîner les 3, voire les 2, il me semble, je sais plus si vraiment les 3. Et lui voulait faire un film un peu plus personnel. C'est vrai que The Conversation, pour le coup, démarre directement. Hein. L'intrigue est posée dès le début. Il y a d'ailleurs un très joli plan dès le début qui est de très très haut et qui filme une place. Et ça dure 3-4 minutes, je crois. Et le plan d'entrée de The Conversation est vraiment super beau. Et on arrive directement, on comprend qu'il y a des gens qui tournent dans un parc et qui sont écoutés. Et ça part vraiment de là. Et toute la question du film, c'est savoir vers qui se tourne la menace une fois qu'on a tous les tenants et aboutissants de la conversation. Parce que c'est vrai que l'enregistrement, on a la complétude, l'intégrité de l'enregistrement assez tard dans le film. On a des morceaux, c'est assez parcellaire, on se demande qui est quoi, qui fait quoi, qui est la menace, pour qui on travaille finalement, parce qu'après il va rendre la bande, il voudrait la rendre directement au commanditaire et il tombe sur quelqu'un d'autre. Donc déjà là, il se pose des questions. Je rentrerai pas plus dans les détails parce que sinon je vais spoiler, mais... Allez, deuxième podcast directement sur The Conversation. Toute l'intrigue du film est vraiment tournée vers l'enregistrement, mais vraiment la totalité de ça. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a trouvé ça important de mentionner ces deux films, puisque vraiment Blowout, en fait, ça va être une sorte de melting pot en fait de ces deux films, où on va avoir donc le son qui est très important, mais aussi l'image, et c'est grâce à ça que l'intrigue va pouvoir se lancer par rapport justement à la poursuite de ce tueur. On a parlé du son, on n'a pas parlé de la musique du film, qui est une partie très importante du film, tout simplement. La musique est composée donc par Pino Donaggio, qui est une personne qui a travaillé longtemps avec De Palma. Et il faut savoir qu'en fait, De Palma était un grand fan d'Hitchcock, du cinéma d'Hitchcock, et de son compositeur aussi, donc Bernard Herrmann, avec qui il a travaillé à ses débuts donc, pour un ou deux films, il me semble. 2 films, avant qu'il décède. Qu'il ne rende l'âme, paix à son âme, tout simplement. Et du coup, il a essayé de trouver quelqu'un qui se rapprochait le plus possible de son style, et il est tombé sur Pino Donaggio. Qui je trouve personnellement a fait un travail incroyable sur Blowout. Vraiment les musiques sont parfaitement choisies, je trouve. Puis il le disait aussi à Bernard Benoliel dans l'interview de la Cinémathèque, Brian De Palma trouvait ça intéressant de le redire et de l'appuyer. Je ne sais pas s'il l'avait déjà évoqué auparavant, mais il laissait aussi la place à la musique dans ses films et il aime pas forcément trop, et je sais pas s'il le fait dans Blowout, j'ai pas une oreille aussi fine que ça, mais il dit qu'il laisse vraiment la place à la musique sans mettre d'effets sonores en plus dessus, comme dans les films actuels où on aurait la musique plus beaucoup d'effets dessus. Il laisse vraiment la musique s'exprimer, donc c'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Et Ben qui se démange là, oh là là, alors, ça va pas du tout. Pour le coup, moi, oui, la musique est bien, pas le contraire, mais pour un film qui est autant tourné sur la thématique de Louis... Ouais, t'as pas marqué plus que ça, toi. Pas marqué plus que ça, en fait. Après, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où en fait on a une musique qui est présente tout le long du film et quand Louis vient prendre sa place dans le film, en fait, c'est des moments de silence. Et je reprends l'exemple du pont parce qu'on l'a pris au début du podcast, mais on a en fait un silence et divers sons, une grenouille, on entend le zip de la montre de Burke, on a le bruit de la chouette, la discussion. Et en fait là, il n'y a quasiment pas de son, mis à part ces sons-là capturés par le protagoniste de l'histoire. Et je trouve ça super intéressant qu'en fait, la musique, même si elle paraît un peu répétitive personnellement, je la trouve super bien. Ces temps de silence, en fait, ils marquent des scènes super importantes dans le film. Puis ça, ce que rebord avec ce que je venais de dire, et De Palma l'affirmait lui-même, c'est qu'enfin, elle n'est pas omniprésente, donc c'est vrai que ça la rend peut-être pas forcément inoubliable pour tout le monde, mais il laisse à la fois la place, comme le disait Charles, vu que le sujet central du film, c'est quand même à la fois l'image et le son. Du coup, à chaque fois qu'il y a des sons, il n'y a pas de musique forcément, ni des dialogues par-dessus. Et quand il y a des dialogues, il n'y a pas forcément de musique non plus en même temps, parce que c'est pas une volonté de sa part, il n'aime pas forcément faire trop ça. Donc c'est vrai que c'est le cas. Après, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un film des années 80, donc peut-être que la musique te parle un peu moins aussi, je sais pas. Oui, et c'est tout simplement aussi, c'est de l'affect aussi, peut-être que ce genre de musique-là, c'est pas ton truc. Ou... Alors moi, j'ai trouvé justement, au final, genre, comme je disais, la musique, je l'aime bien. Hein. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. J'ai juste dit que, je suis un peu, sur ce film, je suis un peu tout ou rien. Enfin, un peu au même titre que je le disais par rapport au personnage de Sally. Que, il n'y aurait pas eu de musique, ça m'aurait pas gêné, en fait. Ça m'aurait absolument pas gêné. Parce que, genre, pour moi, toute la tension du film, en fait, elle vient du silence, elle vient de ce que Jack écoute en permanence. Au final, il fait... Ouais.
et de tout ce qu'il récolte, de tout ce sur quoi il revient, parce qu'il fait énormément de retours sur ce qu'il a écouté. Bah justement, typiquement, la scène où il raccorde le son aux images qu'il a récupérées du photographe, bon, c'est un petit peu forcé, parce que voilà, il arrive à faire avec 20 photos un film d'1 minute, mais bon, c'est pas grave. Non, il en a plus que ça, c'est que juste dans le montage, il y a les numéros, on les voit après, je me questionnais aussi sur ça, mais... Mais bon, au final, c'est du image par image, et le mec t'a fait un film, et puis il a mis un son par-dessus, le mec est incroyable, en fait, c'est MacGyver. Ouais. Non, mais non, au final, voilà, c'est ça, c'est genre... Je trouve que ce qui fait la force du film, ce qui fait vraiment les forces du film, c'est les moments où il écoute, enfin, il essaye de nous faire retranscrire ce que lui, il a entendu. La musique en elle-même, elle est bien, mais je trouve pas qu'elle apporte une value par rapport à ce qu'elle aurait pu apporter dans un autre film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord avec toi, pour le coup, sur le côté la musique, on en aurait peut-être pas eu besoin. Notamment la musique de la transition sitcom dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est celle-là que je trouve vraiment, bon, pas au même niveau que les autres, mais aussi pour rebondir sur ce que disait Marvin, c'est des musiques de 80, elles retranscrivent très très bien, en fait, cette période. Moi, en fait, quand j'entends cette musique, j'ai vraiment l'impression d'y être, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans les années 80, on va voir le film, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais. Un peu, hein. Oh non, au final, je suis une mauvaise langue, mais je suis quand même un petit con parce que je l'ai quand même dans la tête en permanence. Mais bon, voilà, c'était juste là par rapport au film, par rapport à la thématique. Si on devait vraiment rester dans l'analyse, c'est comme ça que moi je le vois, et ça n'engage que moi, quoi. C'est mon avis, quoi. Chacun ressent les choses différemment, hein, de toute manière, et c'est ça qui est beau dans le cinéma. On serrer la main, quoi. On fera ça juste après, t'inquiète. Je l'attends avec impatience. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport au film ? Moi, j'avais quelque chose à dire par rapport aux scènes, aux scènes et surtout aux propos du texte, du film, pardon, excusez-moi. C'était plus le côté, c'est le cinéma qui va du coup un peu aider la justice, en quelque sorte. On va utiliser des techniques de cinéma, donc le son, refaire le petit carnet avec toutes les photos, etc. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est beau pour un premier épisode de podcast, notamment parler d'un film qui est autant axé sur le son. Donc voilà. Et je tiens aussi à signaler qu'il avait oublié de dire que le méchant est très méchant. Le méchant est Ça très y est, méchant. Le méchant est très méchant. Alors, on en a un peu Faut parlé, le dire, quoi. Faut le dire. il tue par plaisir, quoi, Il tue, donc quoi. forcément, Il est très méchant. c'est pas très sympa. Bon, vous l'aurez compris, ce film nous a tous, quasiment, nous a tous beaucoup plu, et on serait prêt même à le revoir. En attendant, des bisous à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de regarder des films. Thibaut. Bisous.